La radio de la communauté, nous sommes aujourd'hui le samedi, journal des amis de la rédaction, avec la participation de Moubouma Chéri, politologue, professeur Samuel Yemei, qui est le recteur de l'université Good Samaritan en Caroline du Nord et également membre de la rédaction. Christian Nwangombe, spécialiste des questions de sécurité. Nous attendons l'arrivée de Georges Tiba, qui a quelques soucis techniques. Georges, qui devrait nous rejoindre dans quelques instants. Nous parlons aujourd'hui de, une fois de plus, la crise en RDC, une crise qui résulte, il faut le dire, d'un complot international contre ce pays, car nous voyons que parmi les parties prenantes, il y a aussi bien des Africains que des Occidentaux. Pourquoi on parle ici du partage du gâteau, notamment des richesses de la RDC. Alors, pour ouvrir ce journal, je voulais d'abord saluer le professeur Yemei, qui n'est plus venu depuis quelques temps. Salut, professeur. Bonjour, Jean Lewis, et bonjour à tout le monde. Hey, salut, professeur Moubouma. Salut, bonjour à tout le monde, merci. Et à toi, Christian Gombe, l'habitué de la radio. Alors, je disais au début, nous allons ouvrir cette réflexion, ce débat sur les enjeux de la guerre en RDC. Professeur Yemei, vous allez ouvrir le bal avec ces enjeux. Eh bien, ici, il s'agit justement d'un problème d'intérêt en RDC. C'est une mastodonte, un scandale géologique et donc qui suscite convoitise de partout. Professeur Yemei, c'est à vous. Bon, le problème remonte déjà à la conception de ce qui est devenu la RDC aujourd'hui, l'État indépendant du Congo depuis 1885. C'était un pays qui était conçu comme indépendant avant les indépendances. Indépendant, non en tant qu'un pays qui devait être souverain, qui pouvait décider de lui-même, mais indépendant dans le sens que il n'appartenait qu'à une seule personne, personne d'autre n'avait le pouvoir de donner des ordres, donc ça appartenait à Léopold II. Et finalement, ça a été légué, si vous voulez, à la Belgique avant, en 1908, avant que finalement, en 1960, il devienne indépendant. Alors, les enjeux, c'est quoi? C'est parce que on a remarqué de par sa position par rapport à l'Équateur, il y a toute une bande là vers l'est qui descend jusqu'en Afrique du Sud où il y a beaucoup de minéraux et dans le contexte actuel, tous les minéraux stratégiques dont le monde a besoin dans la transition énergétique, surtout dans l'industrie automobile, pour passer de moteurs à essence ou bien à gasoil, donc à des moteurs électriques. Donc tout ce dont on a besoin, et puis la technologie de l'information avec les téléphones, le laptop, les tablettes, tout ça. Alors tout ce qu'il faut comme coltan, comme lithium, comme cobalt, comme même cuivre, zinc, tout cela se trouve au Congo à grande quantité. Alors, maintenant qu'il y a la Chine qui sait aussi non seulement improviser, mais hissée comme une puissance militaire, technologique, économique dans le monde et qui fait la concurrence maintenant aux États-Unis et même à la Russie, au Japon et aux autres. Donc, il y a une guerre de positionnement sur le plan géostratégique et géopolitique. Alors, tout ce qu'il faut pour arriver à une certaine prépondérance se trouve au Congo, alors ça devient comme une belle femme là sur laquelle tout le monde se précipite. Alors, ce qui est mauvais, c'est que il y a des gens qui veulent prendre les richesses du Congo gratuitement et par force. Finalement, constaté qu'il y avait là des accords signés entre l'ancien régime, donc celui de Kabila et même de Mouzé, avec les Rwandais, et c'est vu dès le départ face à une difficulté. Et donc là, est-ce que vous pouvez revenir sur l'ancien mandat, le tout premier mandat de Tshisekedi pour essayer de nous montrer, faire un éclairage sur les difficultés rencontrées par Tshisekedi à commencer à casser justement certaines clauses de ce contrat entre l'ancien régime Kabila avec celui de Kagame? Bon, c'est simple parce que il faut remonter même à Kabila, le véritable Kabila. Mouzé.
Mosé qui s'est fait accompagner des Rwandais dans le but de renverser Mobutu sans connaître les en-dessous de cette opération, du moins par rapport au Rwanda et puis à leurs occidentaux. Donc Kagame, dans l'accord de l'Emera, il avait signé donc des accords pour pouvoir donner, je ne sais pas moi, 300 kilomètres de notre territoire au Rwanda, ce qui est un non-sens. Et puis que ces gens-là puissent participer à la politique, donc dans les institutions, dans l'armée, dans tout ça. Alors, on l'a éliminé parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait été roulé par le Rwandais. Les Rwandais voulaient plutôt prendre le pays. C'est ainsi qu'il avait chassé cette armée. Et en chassant l'armée, les gens qui s'étaient présentés à lui comme Congolais sont partis avec cette armée. Donc, ils se sont identifiés aux Rwandais parce qu'ils étaient effectivement Rwandais. Bon, maintenant, on l'a tué et on l'a remplacé par un pantin qu'on a surnommé son fils alors qu'il est Rwandais, de père et de mère. Donc, oui, c'est pour dire que celui-là, pendant 18 ans, presque 20 ans, tout ce qu'il a fait comme travail, c'est implanter les Rwandais, les infiltrer dans toutes les institutions, même parmi les gens qui vendent de la braise là-bas, il y a des Rwandais, partout. Les commerçants, dans les politiciens, les professeurs d'université, on a tué les vrais Congolais, on a remplacé par des Rwandais. Partout, on a mis des Rwandais. Alors même quand il est parti, il était sûr donc d'avoir bien préparé sa base. Il était sûr. Donc, il n'a pas transféré le pouvoir à Tshisekedi. Tshisekedi a gagné les élections. Yes. Mais on a parlé d'un transfert pacifique du pouvoir. Transfert pacifique, bon, ça c'est allant de soi. Lorsqu'on considère la constitution de la RDC, que le mandat est terminé, il y a quelqu'un qui a gagné les élections, il faut être élégant, il faut transférer. On le fait même ici, bien qu'ici, il y a aussi des problèmes où les gens ne veulent pas transférer donc pacifiquement, comme l'époque de Trump avec Biden. Donc, ça existe partout, mais il était obligé par la loi de faire ce transfert pacifique parce qu'il n'avait plus d'arguments. Il avait épuisé ses 2 mandats. Mais maintenant que Tshisekedi a pris le pouvoir, et il a essayé de travailler pour qu'il n'y ait pas de rupture, pour qu'il y ait continuité de l'État. Il y avait des dossiers sur la table, mais il les a compulsés. Et en compulsant les dossiers, il a circulé partout dans le monde. Et vous avez vu les gens de FCC, les autres, ils étaient toujours contre le fait que Tshisekedi circulait. Pourquoi il dépense l'argent, il fait ceci? Mais en circulant, Tshisekedi a découvert donc la substance peut-être qui n'était pas apparente de certains accords. Oui. Alors, par exemple, le code minier, on parle du code minier, on parle des aéroports qu'il a fermés dans cet est du pays. Oui, donc il a découvert qu'il y avait des choses qui n'étaient pas connues, que Kabila avait très bien ficelées. Et en découvrant toutes ces histoires-là, lui maintenant, en tant que fils du pays, de père et de mère, il y a des choses qu'il ne veut pas accepter. Il ne pouvait pas aliéner son territoire, aliéner les richesses du pays, aliéner l'armée ou la population, et puis donner des avantages aux non-nationaux. On veut bien qu'on collabore avec d'autres pays, mais il y a des secteurs stratégiques où il faut avoir des patriotes. Il ne faut pas mettre n'importe qui. C'est ainsi qu'il a utilisé un terme quand il était ici aux États-Unis, qu'il allait déboulonner le système. Et mais monseigneur, il n'avait pas les moyens de sa politique. Le système était infiltré, j'allais dire, et puis dans nombre de cas, cette armée était presque une armée rwandaise dirigée par les Rwandais. C'est ça justement ce que je dis qu'il a donc compulsé les dossiers, il s'est rendu compte de la réalité. Donc le pays était déjà vendu, le pays était déjà, comment je peux dire, miné. Alors lui, il a travaillé systématiquement pour enlever boulon par boulon. C'est ce qu'il a appelé déboulonner. Il a fait ça dans le système. Et il a floué Kabila, il a floué tout le monde, il s'est fait passer pour bête, pour quelqu'un qui comprenait rien, mais pendant ce temps, il s'est préparé, il a envoyé des jeunes gens faire des entraînements pour devenir des militaires, des vrais militaires congolais, non des Rwandais.
alors des commandos et tout ça, et puis il a ressuscité toutes les unités spéciales que Kabila avait démantelées. Il avait laissé le Congo sans force pour défendre le territoire. Et puis en 2000, je crois, 17 ou 18, Kabila avait fait défiler des hélicoptères, des tanks, là, comme on appelle, de désarmement lourd, de blindés et tout ça. Et puis tout cela avait disparu. Il avait envoyé ça au Rwanda. Donc il avait déplumé le Congo, de manière que le Congo ne pouvait pas se défendre. Et la sécurité était entre les mains des Rwandais. Ils contrôlaient toutes les frontières congolaises. La plupart des généraux, c'était des Rwandais. Alors, c'était devenu très compliqué. Mais Tshisekedi est allé calmement pendant 2 ans. Il a travaillé avec ces gens-là et il a soutiré beaucoup d'informations. Et quand il a compris qu'il ne pouvait pas avancer parce que faisait le compliqué, il a fait une rupture avec FCC Cash. Et maintenant, il a commencé, comme on appelle, l'Union sacrée pour continuer maintenant à diriger le pays selon sa vision. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, Tshisekedi a fait un travail de fond très sérieux. Il a connu beaucoup d'attaques, beaucoup de pièges, beaucoup de problèmes. Il a pu donc se faufiler dans les méandres de tous les plans machiavéliques qui étaient déjà mis en place. Et finalement, il s'est tapé une armée sur laquelle il pouvait compter, bien que c'était encore infiltré au niveau du haut commandement. Et jusqu'ici, cette armée, on le sent, est toujours infiltrée. Toujours infiltrée. Parce que le problème, c'est quoi? Il y a aussi un problème juridique qui se pose. Si quelqu'un a été chez vous et vous l'avez accepté comme président, c'est difficile après avoir fait tous les 2 mandats que vous commencez à dire qu'il est étranger. Si quelqu'un a été gouverneur, vous l'avez accepté comme gouverneur, il a fonctionné en tant que tel. Et puis après, c'est difficile de commencer à dire que cet homme n'est pas congolais alors qu'il était gouverneur au Congo. Donc, si par exemple quelqu'un a été là, on l'avait accepté selon les accords de mars 23, quelque part là, et ils étaient des généraux. C'est difficile de les chasser tous, dire que vous n'êtes pas des généraux congolais, vous êtes des Rwandais. Alors, il y avait ce problème-là. Tshisekedi a commencé maintenant à faire partir ces généraux, certains dans une retraite prématurée, et puis s'en débarrasser, mettre les autochtones, et à certains niveaux de commandement commencer à changer. C'est ce qui a permis donc à la RDC de subsister jusque maintenant. Maintenant, là, c'est la plus grande trahison qu'il y a eu à Goma parce que l'Union européenne et certaines autres puissances ont mis du paquet. Ils ont mis de l'argent et pendant longtemps en train de cibler les commandants des régions de défense et ils ont casqué beaucoup d'argent, des millions pour le corrompre. Et c'est comme si ce n'était pas suffisant, ils sont descendus même au niveau des soldats. Quand ces gens sont arrivés à Goma et que M23 voulait entrer, on a tué le général, et ces gens étaient déjà dans les entrepôts de la MONUSCO. Et ils étaient déjà à Goma parce qu'il y avait des trahisons. Et qu'est-ce que les généraux ont fait? Ils ont abandonné les troupes. Ils sont allés vers Bukavu. Et vous savez, un soldat formé, commando, sans commandement, qu'est-ce qu'il va faire? C'est ainsi qu'il y a eu ce débat. Voilà. Alors, il y en a beaucoup qui se sont déguisés en civil. Il y en a qui sont dans la brousse. Il y en a qui sont toujours aux alentours là. Ils se sont déguisés parce qu'ils se sont rendus compte que nous n'avons pas de commandant maintenant. Il y a un commandant qui était à Saké, commandant Major Kabwe, et un autre lieutenant qui ont replié sur Goma pour essayer maintenant d'organiser les troupes. C'est ainsi qu'il y a eu cette résistance. Mais comme on avait brouillé le serveur, qu'est-ce que je dis? Brouillé comment on appelle les radars. Alors, ça n'a pas permis à l'aviation, comment on appelle, donc militaire congolaise d'opérer. Et puis, il y avait risque aussi que s'ils ne pouvaient pas retrouver les coordonnées aéronautiques, on pouvait aussi les descendre. C'est ce qui a permis à ces gens-là d'entrer. Et comment ça s'est fait? Donc, tout le matériel a été donné par les Occidentaux pour aider le Rwanda à prendre. Parce qu'en réalité, ceux qui veulent prendre le Rwanda, qu'est-ce que je dis? Prendre le Congo. Oui. Et prendre cette partie où il y a beaucoup de coltan, où il y a beaucoup de lithium, et tout ça sont les Occidentaux.
Alors, professeur Yemei, je reviens sur la MONUSCO. À mon avis, elle est devenue sans objet, puisque les Congolais n'en veulent pas, le président n'en veut pas. Sert-elle de diversion? Bon, la MONUSCO, c'est une, je pourrais l'appeler une force d'occupation. Je sais que l'ONU lui donne beaucoup de noms alléchants. Donc, ils sont là, les policiers de la paix ou les soldats de la paix. Ils ne sont pas là pour la paix parce que c'est eux qui ont alimenté les conflits. C'est eux qui ont donné beaucoup d'armes à tous les groupes pendant plus de 20 ans, 25 ans. Et c'est eux qui font entrer les infiltrés au Congo. Ce sont eux qui orchestrent et ce sont eux qui prennent des choses au Rwanda, ils amènent au Congo et puis qui facilitent même l'exploitation des minéraux. Alors, vous devez vous poser la question pourquoi ils ne veulent pas quitter. Ils ne veulent jamais quitter. Et au mois de mars, généralement, c'est à cette époque qu'on renouvelle leur mandat. Et chaque année qu'ils sont là avant le mois de mars, ils créent eux-mêmes une crise. Soit il y a un génocide, des massacres ou des affrontements et tout ça pour qu'ils aient une raison de continuer à rester. Et puis, beaucoup sont en train d'exploiter les minéraux parce qu'on en a attrapé beaucoup dans leur tank qui s'écroulent et puis on voit des sacs de coltan sortir, on voit des sacs de ceci sortir. Donc, eux-mêmes sont en train de s'enrichir au Congo, sont en train de voler. C'est pour ça qu'ils sont là. Et ce sont eux qui alimentent ces conflits-là. Ils veulent que ça continue. Donc, ils ne veulent pas qu'il y ait une solution parce qu'il y a une solution, ils ne pourront plus voler. Et vous allez voir qu'on dépense plus d'1 milliard pour la présence de ces gens-là qui n'interviennent jamais. Tous les massacres qu'il y a eu là, c'est sous la barbe de la MONUSCO. Alors la paix, c'est laquelle? Ils sont venus faire la sécurité de qui? C'est ça le problème. Et ils sont là pour compter les morts, constater ce qui s'est passé, et puis c'est tout. Donc s'il y a quelques rarissimes qui ont été peut-être tués, c'est peut-être par des balles perdues, bien par certaines mésententes. Mais généralement, ce sont eux qui orchestrent tout. Dernièrement, j'ai reçu les rapports de mes paroisses Goma, et que c'est eux qui avaient déjà infiltré les Rwandais, les soldats rwandais dans leurs entrepôts. Ils étaient déjà à Goma. Et comme ils sont sous le régime diplomatique, on ne peut pas fouiller leurs véhicules, alors ils en profitent pour faire circuler les armes et les soldats et infiltrer les gens. Donc, je ne sais pas ce qu'ils font là-bas. Comme au mois de mars ici, on devait revoir leur mandat. Voilà, ils ont tout fait pour faire tomber Goma. Comme ça, ils ont raison de ne plus partir. Ils veulent rester là pour toujours. Donc, ce sont eux qui surveillent le pillage. Le pillage dans le sens qui protège les pillages et les massacres pour être sûr que ceux qui les financent puissent toujours avoir leurs dividendes dans les ressources du Congo. Donc, et puis là, il faut revenir même à l'ONU. Quand on a parlé de l'ONU et on a créé ce qui était cette Société des Nations qui est devenue l'ONU en 1948, j'ai relu un peu le discours de la femme de Roosevelt et tout ça, et vous allez vous rendre compte qu'en 1948, il n'y avait pas de Noirs là-bas, dans cette réunion de la création de l'ONU. Et je ne pense pas que quand on avait créé l'ONU, on avait parlé de droits, les droits humains là, les humains là, c'était pas vous et moi, c'était eux-mêmes. C'était eux-mêmes. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les gens se cotisent et donnent beaucoup d'argent pour défendre l'Ukraine et ne pas défendre le Congo où il y a eu plus de massacres que jusqu'aujourd'hui on n'a jamais nommé ou qualifié comme génocide. C'est plus qu'un génocide. Plus de 6 millions ou 10 millions ou 15 millions, les statistiques sont très fluides. Mais en tout cas, c'est plus que la Deuxième Guerre mondiale, c'est plus que l'Ukraine, c'est plus que partout. Mais personne, au niveau des Nations Unies, ne peut qualifier cela de génocide. C'est pourquoi, justement, on parle de complot international. Alors, professeur Yemei, je reviendrai sur vous quand nous allons aborder les difficultés, notamment dans quelle mesure
Tshisekedi peut chasser, bouter hors du territoire le petit Rwanda. Et pourquoi? Est-ce qu'il y a une compromission lui-même? Parce que j'ai appris quelque part que lui-même également, non, Tshisekedi et Kagame finalement ont les mêmes maîtres. Est-ce qu'on peut le dire? Pourquoi ne s'en remet-il pas aux autres, notamment aux BRICS, pour assurer sa sécurité? Je reviendrai sur vous dans quelques secondes, mais on va voir si Georges peut intervenir. Alors Georges, est-ce que vous entendez? Georges? Bon, on va essayer quand même de lui donner la parole parce qu'il est en train de nous appeler, hein, de tenter de nous joindre. Voilà, on va donc appeler Georges. Bon, pendant que nous avons Georges, bon voilà, il est là. Georges? Oui. Est-ce que tu peux intervenir en audio? C'est compliqué, hein, parce que comme bon, mais vas-y. Vous avez dit, comme je ne vous ai pas entendu. Je voudrais avoir votre point de vue sur le complot international dont on parle pour la gestion ou le pillage des ressources de la RDC. Est-ce que vous pouvez me faire une réflexion en quelques 2 minutes sur cet aspect du problème? Je crois que le complot, il est vraiment avéré maintenant. Hein, maintenant, que dire de ce complot-là, hein, parce que même aujourd'hui, je suis allé voir un panafricain du quotidien, c'est-à-dire un marchand d'aliments. Même la marchandise n'a pas été acheminée en Europe. Toutes les marchandises venant du Congo, de Congo d'ailleurs, Air France a bloqué tout, comme si c'était une manière aussi de participer à ce boycott du plus grand pays d'Afrique, hein, quand même. Oui. Et donc, on voit bien que les ressources que regorge le Congo, étant importants, ils sont en train de se débourser sur cette région-là, parce que ils sont chassés de partout. L'Afrique de l'AES, par exemple, ils ne veulent plus y accéder, et donc il y a vraiment une sorte de pénurie de matières premières. On comprend que la France est affaiblie actuellement. Ils n'ont plus la même mise, ce qui pouvait faire leur richesse. Et donc, dans la suite de Trump, avec l'appui d'ailleurs du racisme, puisque maintenant on voit bien que toutes les droites sont en train de se réunir. Oui. Par exemple, aujourd'hui, à Madrid, hein, oui. Il y a une rencontre de toutes les droites dans la foulée de Trump. Ils voudraient se rattraper de ce côté-là, parce qu'ils ont perdu tout contrôle de l'Afrique de l'Est. Alors, Georges, oui. Georges, c'est la question que je voulais poser au professeur Yemei là, dans la suite. Alors, peut-on penser que Tshisekedi et Kagame, que les deux fassent, ce soit des gens qui signent justement à la même place, notamment? Est-ce qu'ils ont tous les mêmes maîtres? Au point où Tshisekedi, on dirait de Tshisekedi qu'il a les mains liées parce que en fait, il ne peut rien. Il est sous une tutelle, la même tutelle que Kagame. Bon, moi, j'ai l'impression quand même que l'appel vibrant, hein, j'ai bien aimé son appel là, oui, l'appel au peuple, oui, hein, qu'il a fait, redore un peu son blason, parce que j'ai le sentiment qu'il voulait être dans les pays non alignés. Hein. Il pourrait avoir une sorte de posture comme ça, c'est même une sorte de paradigme, d'aller défier les temporalités, enfin la manière de gérer le temps, c'est de dire, bon, je ne veux pas m'aliéner un autre colon qui viendrait remplacer un autre colon. Oui. Et donc, je fais appel au peuple pour changer un peu les temporalités, hein, changer un peu
s'appuyer sur l'anthropologie cognitive que évoque souvent le professeur Yémé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, retour un peu aux sources, retour un peu aux sensibilités, à l'émotionnel de la population. Maintenant, il va falloir passer à une sorte d'intelligence de savoir scientifique et tout ça, épistémique, enfin, il lui faut maintenant, Georges, il lui faut capitaliser ce soutien, je dirais, sans conditionnel du peuple, hein, ce qu'on a vu partout dans toutes les villes de l'RDC. Je reviens, Georges. Professeur Yémé, je vois que vous êtes sur la même question. Est-ce que vous voyez qu'il a les mains liées pour agir et chasser le petit Rwanda du Congo? Bon, les mains liées, oui et non. Oui, parce que les mains liées, il est lié par le fait qu'il ne veut pas créer beaucoup de bains de sang au Congo, c'est-à-dire il ne veut pas que les populations congolaises meurent beaucoup. C'est pourquoi il se réfrène un peu. Mais non, dans le sens que s'il y a guerre et si on est arrivé jusqu'à chercher à prendre Goma, c'est parce qu'il ne veut pas avoir les mains liées. Donc on veut le pousser maintenant à négocier, c'est-à-dire le mettre dans des conditions telles que lui accepte ce qu'il veut, parce que finalement, la guerre, là, c'est la politique qui est faite autrement. Et dans la guerre, c'est un groupe qui veut imposer sa volonté. Et lui est contre cette volonté. Quand il refuse de négocier, donc il refuse d'accepter l'imposition de cette volonté-là des Occidentaux impérialistes. Et il se veut, on dit qu'il se veut plus ou moins équilibriste. Il est trop dans la diplomatie et ça retarde les choses, alors que le peuple, lui, veut de la méthode forte. Donc, il n'y a pas que vous, hein, vous pouvez prendre la parole. Hein, oui, mais le problème qui est là, le problème, c'est que Tshisekedi, il est en train de se révéler comme un fin diplomate. Donc, c'est-à-dire qu'il a des informations que toute la population n'a pas. Oui, ça je peux le croire. C'est un fait. Oui, alors, lui, il est en train de faire son combat sur le plan diplomatique et il ne voulait pas prendre une mesure forte avec une armée infiltrée. Voici l'exemple. Les gens veulent entrer dans votre pays, vous avez des généraux avec les troupes, ils abandonnent les troupes et ils partent. Alors, qui déclare la guerre avec des généraux comme ça, qu'est-ce qui va advenir? Donc, c'est là où se trouve sa prudence. Et c'est là où se trouve le fait qu'il ne veut pas aller trop vite en besogne pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Parce que là, le Congo a été humilié. Alors, le Congo a tous les matériels qu'il faut, mais avec un mauvais commandement. Des faux Congolais qui sont comme généraux, qui se font corrompre. Et maintenant, ils ont abandonné les troupes. Alors, si vous allez en guerre dans ces conditions-là, vous connaissez les résultats dès le départ. C'est ce qui fait que Tshisekedi est lié par cette réalité-là, mais il n'est pas lié par les Occidentaux, parce que s'il était lié par les Occidentaux, il n'allait pas lui faire la guerre. Voilà, nous allons dans toute la plate couture. Même le siège que nous occupons là-bas a été conçu par d'autres, donc nous n'avons aucune liberté à décider. Une diplomatie qui a échoué. Alors, professeur Yémé, vous allez conclure avant de partir sur que faire. Bon, ce qu'il faut faire. Il faut libérer Goma. Je voudrais vous voir pragmatique sur la situation. Oui, comment on appelle, la pédagogie des opprimés a déjà été faite par le président à travers son discours. Il a conscientisé la population et surtout la jeunesse. Et vous voyez l'engouement des jeunes partout sont en train de s'enrôler dans l'armée. Ça, c'est un. De deux, la solution est militaire. La solution n'est pas diplomatique. Les gens qui se permettent de venir jusque chez vous entrer, c'est comme quelqu'un qui vous foutez le doigt dans la bouche pour voir si vous avez des dents ou pas. Alors, oui, il faut vraiment répondre, donc dans ces rapports de force, il faut répondre, le langage que Kagame peut entendre, c'est le langage de la force. Il faut que les Rwandais commencent à fuir donc leur maison, qu'ils commencent à mourir comme au Congo, alors ils vont comprendre ce qui se passe. Donc, il faut armer la population, non seulement les militaires. Il faut armer la population comme on a fait en Ukraine et que ces gens-là viennent, qu'on se batte
et qu'on entre au Rwanda et puis qu'on chasse Kagame du pouvoir et on aura la paix. Donc, toutes ces conciliabules qu'on est en train de faire là, c'est une diversion. Et remarquez que chaque fois que le Congo fait des avances, la communauté internationale intervient pour demander les cessez-le-feu, de ceci, cela. Quand il y a des cessez-le-feu, pour gagner du temps, hein. Ils sont tentés d'armer le Rwanda, consolider, donner d'autres armes sophistiquées, et puis après, ils reprennent. Donc, on n'en finira jamais. Il faut absolument une solution militaire, donc armer même la population. Et puis que nos militaires fassent une invasion au Rwanda, parce qu'on a le droit à ce qu'on appelle... Le droit de poursuite. Hein? Droit de poursuite et de légitime défense. Nous avons été agressés pendant plus de 30 ans et on ne fait que parloter. Il faut agir, il faut combattre, il faut envoyer l'armée là-bas. Les jeunes sont là. Les jeunes seulement des Goma, s'ils entrent au Rwanda là-bas, tout le monde sentira qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, il y a des paramètres comme la démographie qui est là, qui joue en notre faveur. Nous avons déjà beaucoup plus de militaires qu'eux, et puis nous pourrons en avoir davantage. Et puis, il faut seulement armer les gens, les conscientiser et entrer au Rwanda. Est-ce que vous avez un message direct adressé au président Tshisekedi lui-même, qui est le commandant en chef de cette armée? Oui, le message direct, c'est que le Congo n'est pas une paroisse pour venir prêcher. Nous sommes en guerre, il faut combattre par les armes. Il ne faut pas venir ici commencer à faire les juridismes, essayer de plaire à qui que ce soit, parce que Kagame qui viole toutes les lois internationales, personne ne le condamne. Alors, parce que personne ne le condamne, et ça crée une jurisprudence sur le plan du droit international. Intervenez aussi parce que c'est vous qui êtes victime. C'est tout. Il n'y a pas à philosopher là-dessus. Voilà, merci donc.